plaisir de vous souhaiter la bienvenue à cette plénière. Nous sommes l'un des commanditaires de ce sommet très important et nous apprécions beaucoup le thème orienter, façonner l'avenir, parce que bon nombre d'entre nous avons déjà vu l'avenir et nous voyons l'avenir en regardant vers le passé et nous voyons un avenir que nous ne souhaitons pas qu'il se concrétise. Mais si on façonne l'avenir, on sait à quoi il va ressembler. Il va ressembler à une société où les inégalités sont de plus en plus importantes. Une société où il y a un tout petit nombre de grands riches et un grand nombre de personnes qui ne peuvent pas avancer dans la vie. Nous savons qu'un avenir en fonction de cela serait une forme de sociétés comme celles qui ont existé il y a des centaines d'années. Et nous savons que c'est un avenir qui pourrait se concrétiser si on n'intervient pas. C'est un avenir que nous souhaitons perturber au sein de notre syndicat et nous travaillons avec d'autres personnes qui ont le même objectif que nous dans cette même salle. Quand nous avons commencé à parler des inégalités, personne ne voulait admettre que ce problème existe, mais maintenant on sait que les inégalités entre les riches et les pauvres constituent un grave problème pour notre société, mais c'est très compliqué. C'est un enjeu particulièrement épineux. Personne ne sait en quoi consisterait la solution et si on avait une solution à proposer, tout irait bien dans le meilleur des mondes. Mais nous savons ce que c'est que l'inégalité en matière de revenus. D'abord, le système de fiscalité n'est pas égal. Bien sûr, les sociétés payent moins d'impôts, les petits payent plus d'impôts, et ça veut dire que les gens qui devraient payer leur juste part ne le font pas. Et donc, ils peuvent garder plus d'argent dans leur poche. Deuxièmement, les gouvernements se servent de ce manque de revenus qu'ils ont créé volontairement pour justifier l'austérité. Et ils vous disent, qu'est-ce qu'on peut faire? On ne peut pas avoir de déficit. Souvent, le déficit est vu comme un problème. Et bon, tant pis, on n'a pas assez d'argent. Ils n'imposent pas ce qu'ils devraient imposer. Et donc, ils s'en servent comme excuse pour proposer l'austérité, ce qui aggrave les inégalités, parce qu'à ce moment-là, la qualité de vie des salariés est touchée de façon négative. On sait que les inégalités salariales touchent particulièrement les syndiqués. Et on sait que ce qui permet de se protéger contre cela, c'est un syndicat. Et depuis de nombreuses années, il y a de plus en plus d'attaques contre les syndicats. Et ce qui conduit à l'inégalité salariale, c'est notre manque de capacité à contrôler notre économie. Et c'est ça qui arrive avec un contrat commercial. On se bat contre le partenariat transpacifique et d'autres accords commerciaux parce que ils vont nous empêcher d'imposer les valeurs de la société, parce que ce qui restera, ce sont les valeurs des grandes entreprises. Depuis 3 ou 4 jours, nous nous battons contre des accords commerciaux. D'ailleurs, j'ai participé à des rencontres ici là-dessus. Et je tiens à vous parler de certains progrès parce que Mme Freeland a dit que l'accord avec l'Europe constitue l'étalon d'or. Et donc, d'ici avril, on voudrait que ce soit pas de l'or, mais plutôt du cuivre. En tout cas, ça c'est le passé et c'est l'avenir qui nous est réservé, c'est l'avenir qu'on voudrait qu'on accepte. Mais ce n'est pas le seul avenir possible pour le Canada. On peut intervenir, on peut agir, on peut modifier cet avenir. Dante, il y a quelques années, écrivait ceci. Sachez qu'à partir de ce moment, si je vais le citer, je devrais le lire, n'est-ce pas? Sachez donc que toutes vos connaissances seront mortes quand la porte de l'avenir sera fermée. Et ce qu'on
aime dans ce genre de séance, et c'est la raison pour laquelle on est commanditaire, c'est que ça permet de rouvrir la porte de l'avenir, une porte qui est censée être fermée parce que l'avenir est censé être réservé aux personnes qui sont déjà très riches et les grandes entreprises ont le pouvoir de devenir plus riches, alors que maintenant, vous forcez vous obligez la société à ouvrir cette porte. Donc, merci pour cela et merci pour le travail que vous faites. J'ai donc le plaisir de vous présenter maintenant notre grand conférencier. J'ai entendu le professeur Galbraith à Washington il y a quelques années et je sais que vous serez ravis de l'entendre parce qu'il est très intéressant. C'est lui qui va prendre la parole. Ensuite, il va y avoir un panel avec Peter Breyer du CCCA et John Horgan, le chef du Parti néo-démocrate de la Colombie-Britannique également. Mais d'abord, vous avez l'occasion d'entendre l'exposé d'un très grand économiste. Il a tenu la chaire Lloyd M. Benson à l'école Lyndon B. Johnson d'affaires publiques à l'Université du Texas. Il est chargé du projet sur l'inégalité à cet établissement et il est l'auteur d'un nouveau livre, Inequality, What Everyone Needs to Know. Et si vous avez jamais entendu parler Monsieur Galbraith et si vous voulez en savoir plus sur ses idées, vous pouvez acheter son livre et il sera dans le lobby pour signer des exemplaires de son livre. Vous allez voir la table et le professeur sera là pour signer votre exemplaire. Alors, sans plus tarder, joignez-vous à moi pour souhaiter la bienvenue au professeur Galbraith. Merci, Monsieur Brown. Permettez-moi de vous dire d'abord que je suis très content d'être ici, encore une fois au Canada, pays de naissance de mon père, bien sûr. Mais c'est pour une autre raison que ça me plaît particulièrement aujourd'hui d'être ici avec vous. C'est le plaisir de vous joindre ici dans cet institut distingué, l'Institut Broadbent, et d'écouter un peu ce discours, d'être avec des gens qui s'engagent d'une façon sérieuse avec des problèmes réels, avec les problèmes de notre époque, les problèmes de la croissance, de l'emploi, du chômage, des inégalités, du coût de ressources et du changement climatique. Je vous félicite de votre travail, de vos travaux hier et aujourd'hui. In the country from which I come, dans mon pays, le pays où j'habite maintenant, on accuse un certain retard. Il y a un parti politique dont le candidat est fermement enraciné dans l'époque des années 1890, soit mon sénateur Ted Cruz, qui est en faveur de l'abolition du mouvement syndical, n'est-ce pas? Et là, je reviens sur ce que Larry Brown vient de dire. Vous devriez tout de suite vous mettre en garde quand quelqu'un vous dit que c'est l'étalon d'or de telle chose. L'étalon or a été l'un des régimes monétaires les moins réussis dans toute l'histoire du capitalisme. Il a été abandonné aux États-Unis en 1913 et au niveau international en 1933. Donc, le fait que ça brille ne signifie pas, et même si c'est de l'or, cela ne signifie absolument pas que c'est une bonne idée. anyway, we have one set. En tout cas, on a ce candidat-là et on a un autre candidat du même parti politique qui nous arrive directement du clan qui existait dans les années 1920, n'est-ce pas? And if you fast, Et
Si on progresse dans le temps 70 ans, on trouve un troisième qui a 2 générations d'avance sur les autres, mais qui vit toujours dans les années 1990, soit une période de prospérité tout à fait instable qui était axée sur un boom qui a pris fin et qui ne va jamais se répéter à l'avenir. On se considère, nous, comme des gens très heureux, des gens qui ont beaucoup de chance. C'est une sorte de percée pour nous que d'avoir un candidat, c'est-à-dire mon homme, Bernie Sanders, who is actually rooted qui est vraiment enraciné dans le 21e siècle et qui comprend ce siècle et qui parle justement des questions que je viens d'évoquer, et ce régulièrement. La croissance, les emplois, le chômage, l'inégalité, les ressources, le changement climatique. Les médias qui appartiennent aux grandes entreprises et l'establishment en général sont en état de choc face à ce développement. Même Paul Krugman, avec qui j'ai toujours été l'allié, dont j'ai toujours été l'allié et qui était autrefois dans le camp des gens modernes, a écrit à présent que bien que Sanders a été utile et constructif, il devrait éviter d'avancer des arguments qui sont à ce point persuasifs qu'il réussisse à obtenir l'investiture. Je pense qu'on ne risque pas de se tromper en disant que Bernie Sanders sait quand il doit accepter le conseil de quelqu'un et quand il doit ne pas du tout en tenir compte. Face à la nouvelle politique de notre situation, c'est une nouvelle condition économique, c'est-à-dire que nous vivons à une époque de croissance réduite, une ère post-keynesienne, une époque où les réalités qu'on proposait ou les programmes qu'on proposait dans les années 50 ne suffisent plus. À la place, nous faisons face actuellement à des contraintes géophysiques et à l'échec de certaines de nos institutions. Et nous devons accepter le premier et traiter ces problèmes parce que ce qu'on ne peut pas changer, on doit régler et régler aussi les autres éléments, c'est-à-dire incorporer ces 2 aspects d'un programme nécessaire dans la réflexion des économistes et de la classe politique. Une classe politique qui résiste fermement à tout ce qui semble nouveau ou le moindrement complexe. Les limites géophysiques sont, premièrement, les changements climatiques, et c'est un problème auquel on aurait dû s'attaquer il y a une quarantaine d'années, bien sûr. Et comme nous ne l'avons pas fait, maintenant, ma génération ne va jamais être pardonnée. Et maintenant, cette lutte doit devenir notre plus grande priorité, sachant qu'on a déjà accusé un énorme retard par rapport à ce qu'on aurait dû faire et ce qu'on doit faire maintenant pour éviter la catastrophe, une catastrophe inimaginable pour les prochaines générations. Alors, je vous dis cela en espérant que tout le monde va s'y intéresser de façon plus sérieuse à partir de maintenant. En même temps, je suis économiste, même si je vais parler principalement aujourd'hui de questions qui sont plus proches de mes propres capacités, c'est-à-dire les défis pour nos institutions. D'abord, les ressources et aussi les marchés très instables pour les produits énergétiques qui existent actuellement et qui peuvent parfois
écarter la croissance économique en faisant monter le prix des ressources énergétiques à cause de la spéculation et qui peuvent aussi stopper les progrès que nous assurent les bons investissements. Et c'est ça qui arrive actuellement. Le prix chute. Et encore une fois, c'est en raison d'un grand cycle de spéculation. Alors, parmi ces autres défis, notons le déclin notable de notre sécurité physique en raison d'interventions militaires tout à fait catastrophiques qui favorisent la demande d'armement et qui créent un climat d'insécurité et de peur, ce qui détruisent nos sécurités et empêchent un bon débat. Un exemple extrême, c'était le discours au sujet de la terreur et des attentats terroristes à l'aide d'armements nucléaires qu'on entendait hier au sommet. Et je dois dire qu'il y a très longtemps, ces armements nucléaires auraient dû être abolis. Nous ne devons pas oublier ce qui nous menace le plus. Et je peux vous assurer que ces armements nucléaires vont continuer à nous menacer tant que nous n'aurons pas réussi à assurer un certain contrôle là-dessus. Et sur une note qui nous concerne davantage ici, au Canada, peut-être, nous devons accepter le fait que nous nous trouvons dans une révolution technique, une révolution qui devrait enrichir notre vie et qui le fait jusqu'à un certain point, mais de façon tout à fait incontrôlée. Cette révolution élimine des emplois et impose de nouveaux systèmes de surveillance en milieu de travail. C'est quelque chose qui fait partie intégrante de la capacité technique. Et c'est quelque chose qui doit être contrôlé par la société. Une société qui est vouée à défendre la liberté personnelle et au milieu de travail libre ou exempt de toute intimidation. Et aussi soucieux du professionnalisme. Quatrièmement, il y a le secteur financier. Nous avons le secteur financier étalon or, n'est-ce pas, de NEC plus ultra. Il sort directement des années 1890, prédateur et dysfonctionnel, tout comme il l'était à cette époque-là, ne poursuivant aucun intérêt public quelconque et, de plus, à l'abri de la règle du droit, exempt de toute poursuite pour des crimes qui vont de fraude massive avec la vente d'emprunts hypothécaires sans fondement à des investisseurs européens plutôt naïfs et aussi avec des infractions très visibles comme le blanchiment des recettes des cartels de drogue. Alors ça, c'est une chose à laquelle il faut mettre fin, parce que tant qu'on aura un secteur financier qui échappe à la primauté du droit, à la règle du droit, personne ne pourra y faire confiance pour assurer la gestion de ses ressources. Et il y a évidemment, il est important de protéger les principes sous-jacents au fonctionnement d'économie pour les petites entreprises, parce que on ne peut pas revenir à la normale si l'on permet à des activités de ce genre. Et je pense à la période qui a suivi la guerre où on avait un marché beaucoup mieux réglementé. Alors, l'inégalité. Nous sommes au courant, évidemment, qu'il existe des inégalités.
Et moi, je suis un statisticien spécialisé dans les statistiques appliquées. Et je pense que l'inégalité est une fenêtre sur le monde. Alors, je viens de parler des finances, de la technologie et aussi du complexe militaro-industriel. Et on voit tous ces problèmes se refléter dans la distribution déséquilibrée des revenus. Et autrement dit, quand j'applique l'optique statistique, je vois les résultats de l'oppression, de la prédation et de l'exploitation des ressources. Notre système politique, et là je parle évidemment des États-Unis parce que je ne voudrais pas présumer sur ce qui se passe dans mon pays, dans notre pays, au Canada. Alors, et là je pense à The Wealth of Nations à Adam Smith. Il écrivait, Adam Smith, que la richesse est la source du pouvoir, comme l'a dit M. Hobbes. Alors, que faut-il en faire de cet état de choses, comme l'aurait dit Bob Dylan à l'époque? En fait, le principe organisateur est que dans des temps difficiles, il ne faut plus, non moins, de cohésion sociale. Et le remède n'est donc pas la croissance à tout prix pour une brève période, avec la chute inévitable des valeurs, mais la solidarité. Ce n'est pas simplement la production efficace que nous voulons, mais aussi des tendances à la consommation stable, enracinées dans le principe de l'intérêt public et du bien commun, avec une société qui fait preuve de cohésion et qui se soucie de l'éducation, de l'environnement et qui recherche la sécurité économique à long terme et qui nous permettent de vivre en sécurité dans le présent sans craindre pour l'avenir. Tout cela nécessite évidemment un régime fiscal progressiste, stabilisation des marchés et des valeurs, des freins aux activités criminelles et donc des contrôles sociaux sur ceux qui cherchent la domination et qui cherchent à déstabiliser le système. Et nous en revenons donc au programme de Bernie Sanders. Santé publique universelle, avec accès universel, accès à l'université, sans droit et sans prêt, salaire minimum de 15 $, combiné avec le démantèlement des grandes banques pour qu'elles deviennent accessibles à la réglementation, assujetties à la réglementation, pardon, et aussi la restauration de l'impôt sur les grandes entreprises et des successions importantes. Ce n'est pas un programme compliqué. C'est un ensemble de propositions tout à fait raisonnables. C'est un bon point de départ pour un changement fondamental. Et ce que Bernie Sanders a fait aux États-Unis, en fait, ce n'est pas de proposer ces choses-là avec un esprit, avec une intention de faire de lui un original, de se faire un héros pour les petits. Ce que Bernie Sanders a fait, c'est tout simplement mettre en vitrine le fait que depuis la débâcle de 2007 et 2009, une génération nouvelle a surgi en Amérique pour lesquelles ces propositions représentent l'essence de ce dont ils ont besoin, représentent leur propre vue des problèmes que vit le pays et comment y apporter des solutions. Et c'est devenu un mouvement maintenant. Et je pense que c'est probablement tout aussi surprenant pour le sénateur Sanders que pour les observateurs de l'extérieur. Mais c'est un homme avec beaucoup d'imagination et une grande discipline et compétence sur le plan politique que nous devons lui reconnaître.
Mais, à mon grand étonnement, en tant qu'observateur plutôt cynique, pour avoir dirigé des mouvements politiques qui n'ont pas avancé, cet homme a réussi à captiver l'intérêt des jeunes et cela nous suggère que pour tous nos péchés et tous nos manquements, il reste encore un espoir, que nous ne sommes toujours pas relégués aux oubliettes. Merci beaucoup. Ben, je pensais que j'allais devoir dire que ce serait difficile de faire suite à ce débat, mais merci au professeur Galbraith pour avoir donné le ton. Alors, je m'appelle Peter Blyer et il y a environ un mois, j'étais directeur général du Centre canadien de politique alternative. Et j'ai donc l'honneur et le grand plaisir aujourd'hui de jouer un rôle modeste et qui est celui d'animer ce panel. Alors, encore une fois, félicitations aux organisateurs pour ce sommet extraordinaire. Maintenant que nous avons eu le point de vue de l'économiste, et ce n'est pas de n'importe qui dont on parle, c'est le moment d'écouter maintenant les politiciens. Alors, nous allons maintenant donner la parole à deux politiciens progressistes et qui ont tenté de relever le défi que le professeur Galbraith nous a expliqué dans leurs propres instances. Alors d'abord, Chi Onwurah, qui est député au Parlement britannique, porte-parole de l'opposition en matière de culture et d'économie numérique. Bienvenue, Chi. Vous avez travaillé fort. Chi était avant un porte-parole de l'opposition en matière de culture et d'économie numérique. Et avant son élection au Parlement en 2010, elle était responsable de Qualcomm et donc responsable de la réglementation du secteur des télécommunications. Et je devrais aussi ajouter qu'elle est ingénieure en électricité. Et à côté de moi, John Horgan. John Horgan est le chef du NPD de la Colombie-Britannique. Après une carrière au sein de la fonction publique et du secteur privé, il a été élu à l'Assemblée législative en 2005. Il représente la circonscription de Juan de Fuca, de l'île de Vancouver. Et avant d'être le leader en 2014, il a eu plusieurs fois le poste de critique pour l'éducation, mini-ressources, et a aussi été chef de l'opposition officielle. Donc, bienvenue, John. Oui, un petit mot sur la façon dont nous allons procéder avant de donner la parole à John et Chi. Alors, chacun d'eux auront des remarques d'ouverture en réponse aux propos du professeur Galbraith, suivi d'un échange parmi eux. Et ensuite, on passera aux questions du parquet. Et je vous préviens, nous allons utiliser des microphones en dur plutôt que vos téléphones intelligents pour interagir avec nos panélistes. Je pense qu'ils ne sont pas sûrs que je vais bien me débrouiller avec un iPad. Ils n'ont pas voulu me faire confiance avec leur iPad sur la tribune. Alors, sans autre préambule, je passe la parole à John, qui va nous parler du point de vue de la Colombie-Britannique. Et merci de ce bel accueil. C'est vraiment un honneur de partager la tribune avec un économiste aussi distingué. Justement, je me demandais comment allons-nous nous présenter. Et le professeur m'a dit, appelle-moi simplement James. Mais bon, c'est difficile de dire James distingué, alors c'est un professeur distingué. Et Chi aussi, encore une fois, on parlait tout à l'heure, et je parlais de ma passion pour le cricket, mais bon, elle ne le partage pas. Mais c'était quand même bien une belle occasion de parler de quelqu'un qui du vieux monde. Alors, en tant que chef du NPD, on m'a demandé justement
vous présenter nos panélistes et de vous donner aussi la perspective de la côte ouest. Alors, c'est le bon forum et c'est le bon sujet aussi duquel vous parlez. Parce que je pense qu'il y a une mythologie au sujet de la Colombie-Britannique et de l'Ouest canadien, parce que on nous dit que nous sommes surtout les porteurs d'eau et que notre économie est essentiellement axée sur l'exploitation des ressources. Ça a été vrai, mais notre économie a un taux de croissance supérieur aux autres instances. Les chiffres sont exacts. Mais comme James l'a signalé, nous ne sommes plus... ce n'est plus le fait que les ressources sont le moteur de notre économie. Par exemple, les industries de ressources, donc mines, ressources, hydrocarbures en Colombie-Britannique, ne représentent que 2 des emplois directs que nous avons en Colombie-Britannique. Et je pense que cette statistique va probablement vous étonner parce que nous avons des forêts en Colombie-Britannique qui font que les arbres ici ont l'air d'arbustes. Mais évidemment, Monty Python en a fait une belle scénette avec Lumberjack and I Don't Care. Mais on a moins de... Depuis 2001, les libéraux colombie-britanniques, qui sont notre étalon or pour les politiques régressives, sont arrivés au pouvoir. Imaginez 35 000 personnes de moins qui travaillent dans l'exploitation de la forêt en Colombie-Britannique. Mais ça a été le résultat de leur décision. Et si vous pensez que seulement 2 quand vous pensez au fait que seulement 2 des emplois directs viennent des mines et de la foresterie et des hydrocarbures, d'où viennent les ressources, les résultats? Ben, avec la dernière réforme fiscale, nous avons justement une prime sur les services médicaux qui augmente de 4 par année depuis que les libéraux l'ont doublé en 2008, nous rapporte 2,6 milliards de dollars, qui est plus que le revenu du secteur forestier, du gaz naturel et des mines ensemble. Et d'autres sources de revenus pour la province de Colombie-Britannique sont, par exemple, la vente d'alcool. Les ventes ont doublé depuis l'arrivée au pouvoir des libéraux. Les recettes dues à la loterie ont augmenté. Et aussi, les valeurs immobilières ont explosé dans la région de Vancouver. Alors, pensez-y, au lieu de cibler l'économie du savoir, Christy Clark est en train d'animer notre économie avec le blackjack, de l'alcool et les jeux de hasard. Alors, ce n'est pas une façon, évidemment, de promouvoir la croissance économique. Souvent, quand on parle d'inégalité, on ne sait pas lui mettre un visage. Mais justement, ce sera notre tâche, et ce sera ma tâche dans 13 mois, de convaincre les gens de Colombie-Britannique, avant de se présenter au scrutin, que ça suffit de donner confiance, faire confiance au gouvernement, qui n'investisse pas dans les gens, dans les services et dans l'infrastructure. Et le public devrait réclamer un changement. Donc, le visage de la Colombie-Britannique, ce sont les travailleurs pauvres. Nous avons le salaire minimum le plus faible au pays. Nous avons le coût de vie le plus élevé et le salaire minimum le plus élevé, le plus petit, le plus faible. Ça, c'est la réalité en Colombie-Britannique. Les pauvres qui travaillent sont bien en dessous du seuil de la pauvreté et gagnent à peine un peu plus que le 10 de salaire minimum qui a été mandaté par le gouvernement fédéral. Et même les gens avec de bons emplois sont le visage de l'inégalité. Ils doivent voyager tous les jours de longues distances et de longues heures parce qu'ils ne peuvent pas se permettre de loger dans les grands centres urbains. Vous l'avez vu justement dans la presse nationale, des histoires de gens qui achètent des spéculateurs de l'extérieur achètent des maisons de 3 à 4 millions de dollars, bâtissent une nouvelle maison et ensuite la laissent abandonner. Ça, c'est le visage de l'inégalité en Colombie-Britannique. Aussi les enfants en Colombie-Britannique. Nous sommes les premiers au Canada pour ce qui est de la pauvreté infantile depuis 10 ans maintenant. Ça, c'est l'autre visage de l'inégalité. Et il y a aussi ceux qui reçoivent de l'aide aux revenus et qui sont atteints d'invalidité, qui n'ont pas reçu d'augmentation de leur aide financière depuis 10 ans. Alors, je pense que les coûts pour ces gens, j'en suis sûr, a augmenté pourtant. Cette année, les libéraux ont
ont augmenté les taux pour ceux qui souffrent d'invalidité permanente et en même temps, ils ont récupéré 3/4 de ces droits en augmentant le coût du transport de base, le transport public de base. Alors, et ce sont les décisions de notre gouvernement. Donc, on a des pauvres qui travaillent, des gens qui sont pris dans leur voiture et qui n'ont pas accès au transport public à cause justement de l'augmentation des coûts. Et à la suite du plébiscite que les libéraux ont lancé dans la ville. Et donc, il y a eu 3 ans sans croissance du réseau de transport urbain et nous n'avons pas pu améliorer non plus les émissions de gaz à effet de serre. Alors, ce sont des choix qui ont été faits par le gouvernement. Bon, ils se disent, nous avons équilibré le budget, mais quels choix ont-ils fait pour équilibrer le budget? Ils ont vendu la coutellerie, ils ont vendu nos actifs pour des gains à court terme, ils ont augmenté les frais pour ceux qui sont plus vulnérables. Et encore une fois, croyez-le ou non, et souvent je regarde, les gens hochent la tête quand je leur dis, mais au moment où ils réduisaient les services, à l'époque même où ils demandaient à des gens mal pris de payer davantage pour leurs services médicaux, les services publics et l'assurance voiture, ils ont donné un dégrèvement fiscal de 250 millions de dollars aux entreprises les mieux nanties. Et c'est seulement en Colombie-Britannique que l'on pourrait faire ça, confronté à une pauvreté abjecte, donner un congé fiscal de plus d'1/4 milliard de dollars aux plus riches de la province. C'est vraiment une source de honte. C'est vraiment honteux. Et habituellement, j'ai 7 minutes. Alors, je suis un politicien, alors ça me prend toujours du temps à livrer mon message. Alors, Ed Broadbent disait que c'était avec le budget de 2005 qu'on a commencé le retrait des services investis dans les programmes sociaux au Colombie-Britannique. On pense souvent que ça a commencé avec l'époque noire des Harperites, mais en réalité, c'est la première itération du Parti libéral en Colombie-Britannique qui avait commencé le retrait des fonds versés aux provinces pour leurs programmes sociaux. Et on a donc besoin de partenaires à Ottawa pour nous aider avec le relancement de ces programmes pour redresser la situation en Colombie-Britannique et ailleurs au pays. Le dernier exemple que je voulais vous donner, c'est que depuis les 15 dernières années, à mesure que l'inégalité ne fait que grandir, on a vu aussi un assaut contre les syndicats et surtout dans le secteur de l'éducation en Colombie-Britannique. Quand les libéraux de Colombie-Britannique sont arrivés au pouvoir, ils ont bafoué les contrats, ils ont congédié le plus grand nombre de femmes dans le secteur de la santé au Canada. Des milliers de femmes ont perdu leur emploi, des travailleurs de la Poste, ou encore accepté une baisse de revenus de 15 pendant qu'on donnait un dégrèvement fiscal aux grandes sociétés. Alors, et ces contrats, la Fédération des enseignants de la Colombie-Britannique continue de poursuivre le gouvernement auprès de la Cour suprême du Canada 15 ans plus tard. Alors voilà donc les accomplissements de la politique régressiste du gouvernement de la Colombie-Britannique. Alors, l'une des façons dont on peut redresser l'inégalité en Colombie-Britannique, c'est justement d'insister davantage sur l'éducation publique. Alors, je pense que le grand facteur d'égalité, c'est de donner à tout le monde accès à l'éducation et aux mêmes possibilités. Donc, ça commence avec de la maternelle à 12e et ensuite l'enseignement postsecondaire. À ce chapitre, les circonstances économiques ne seraient pas un obstacle. Ça devrait être strictement une question de compétences. Dans un pays aussi bien nanti et dynamique que le Canada et une province aussi capable que la Colombie-Britannique, n'importe quel jeune qui désire poursuivre ses études devrait avoir la possibilité de le faire, sans que ces moyens soient un obstacle. Alors, comme je l'ai dit, le secteur de l'enseignement primaire a été sous-financé et abandonné. Et si on n'investit pas davantage dans l'enseignement primaire au cours des prochaines années, nos enfants ne seront pas capables d'assumer leur rôle en tant qu'employeurs et innovateurs, dont James Galbraith a parlé. Alors, il faut nous assurer que la taille des classes et l'émulation devient un facteur qui favorise les chances de nos jeunes dans notre province. Je suis inspiré aussi par le travail qui est fait par les
les membres de l'Institut ici et aussi par ceux qui, en Colombie-Britannique, préconisent l'investissement dans un régime de garde des enfants national, subventionné par l'État. Alors, le travail qui a été fait, le mouvement de 10 $ par jour, et ça, c'est l'engagement que je vais prendre aujourd'hui et au cours des prochains mois. L'engagement que je prends, c'est que si nous ne sommes pas prêts à investir dans nos enfants pour assurer qu'ils ont accès à l'éducation de la maternelle 2e année et d'obtenir les compétences qu'il leur faut pour prendre leur place dans l'économie moderne, alors la Colombie-Britannique demeurera un chef de file en matière de pauvreté infantile, en matière d'inégalité. Et donc, je m'engage à tous les progressistes dans cette salle et partout au Canada de faire en sorte que la situation en Colombie-Britannique soit inversée. Et j'espère que ce changement pourra se produire dans 13 mois. Brillant. C'est merveilleux. Merci. Et merci beaucoup de m'avoir invité du Royaume-Uni. Et c'est un véritable plaisir pour moi d'être là. On m'a dit, un homme d'affaires, chef de file au Canada, que je ne nommerai pas, m'a dit que ce n'était pas les talons or de la politique progressiste, mais le Davos de la politique progressiste. Mais laissez-moi vous dire, d'après ce que j'ai observé ces derniers jours, c'est qu'il y a beaucoup plus de débats productifs et d'idées inspirantes qui ont été échangées ici que ce que j'ai vu à Davos. Pas que j'y étais, mais d'après ce que j'ai vu à la télévision. Et c'est aussi un privilège de partager la tribune avec le professeur Galbraith en tant que politicienne progressiste. En tant qu'être humain, l'une de mes frustrations face à l'effondrement de l'économie mondiale, c'est que ça aurait dû discréditer le néolibéralisme, ça aurait dû discréditer le capitalisme style casino des grandes banques, ça aurait dû mettre fin au modèle de gestion de l'État comme agence et aussi l'importance que l'on accorde aux agences qui établissent les cotes de crédit. Mais pourtant, ça n'a fait que renforcer le système, à l'exception de quelques voix qui crient dans la nature. Alors, il est important et c'est réconfortant de voir qu'on a des économistes comme le professeur Galbraith qui est capable de nous donner les principes qu'il nous faut pour actualiser une vision pour l'avenir dans nos pays si nous sommes prêts à adopter une politique progressiste. Et je suis à côté aussi de l'homme qui, je l'espère, deviendra le nouveau leader politique en Colombie-Britannique et ouvrira la porte au changement qui mettra fin au régime des bungalows, de la bouse et du blackjack et ouvrir la porte à un avenir plus équitable. Et je dirais aussi que le gouvernement de la Colombie-Britannique ressemble beaucoup à notre gouvernement britannique conservateur qui, ces dernières semaines, a réussi à soumettre un budget et qui a sabré dans le bien-être qui est pour les pauvres, pour offrir ensuite des exemptions d'impôts aux grandes sociétés et aux plus riches. Ça, c'était leur vision économique pour notre pays. Et donc, je suis très heureux de savoir alors, je suis heureuse de voir que dans 13 mois, vous aurez l'occasion d'apporter des changements. En fait, le Parti travailliste du Royaume-Uni, dont je fais partie, faisait campagne et se préparait à entrer au pouvoir. Et notre plateforme économique en était une que vous connaissez peut-être, l'austérité, mais version légère, version allégée, un peu plus, peut-être une austérité plus longue, mais moins rigoureuse. Mais nous avons perdu. Et à l'époque,
j'avais argué qu'on avait besoin de nous attaquer de front à la question de l'austérité et d'éviter ou de mettre fin à la marginalisation du secteur public et de l'État. Mais depuis ce temps-là, nous avons eu un changement de leadership et Jerry Corbyn est maintenant le leader du Parti travailliste. Et certaines personnes nous disent qu'il est l'équivalent de Bernie Sanders au Royaume-Uni. Bon, je ne ferai pas de commentaire là-dessus, James. Mais ce que nous avons mis en place, donc, c'est un nouveau... Nous avons maintenant un nouveau conseiller économique qui a donc créé un manifeste qui vise la décentralisation, la démocratisation, l'accessibilité et aussi la reconnaissance que la croissance doit être durable, inclusive et équitable. Maintenant, en tant qu'ingénieur du nord de l'Angleterre, je suis de la région de Newcastle et au fait, moi, mon sport, c'est le football. Je vous signale. Ce que vous appelez soccer ici. Et malheureusement, mon équipe ne se tire pas très bien d'affaires, alors je vais continuer à m'intéresser à l'économique pour l'instant. Alors, je viens du nord de l'Angleterre, qui est la région industrielle et le foyer de la première révolution industrielle. Alors, j'habite à 250 verges de l'endroit où Stephenson a bâti son premier moteur à réaction. Et cette révolution industrielle, évidemment, a été le moteur d'une croissance économique fulgurante. Mais il a fallu le goût du risque du mouvement travailliste et des politiciens progressistes pour que cette croissance soit réglementée. Arrêter, par exemple, de prendre des enfants de 9 ans de l'école pour les mettre dans des usines de coton, par exemple. Au milieu d'une nouvelle révolution industrielle, il y a des gens qui disent que c'est un cliché, mais on est au cœur d'une nouvelle révolution industrielle. Mais on ne veut pas avoir à attendre encore un siècle avant qu'on redistribue la richesse qui en découle. Oui, oui, merci. Merci. Marianne Mazzucato, une économiste qui est venue présenter ici il y a quelques années. Chose qu'elle a dite, c'est que l'État, entreprise, peut encourager l'innovation en se fondant sur une croissance équitable. Si on y fait davantage confiance, si on a confiance dans le pouvoir de l'État, de la fonction publique pour amener le changement, plutôt que de toujours espérer que ça vient du secteur privé qui ne le fait pas. Et c'est la raison pour laquelle je suis tellement heureux que James ait également souligné la nature sociale du capital, parce que je crois que ça, c'est un défi pour les progressistes. Et c'est là-dessus que je vais me concentrer pendant les minutes qui restent. Dans l'économie de l'avenir, on doit compter, pas seulement aujourd'hui, mais demain également. On doit embrasser l'avenir. Ça doit être notre vision. Et l'économie de l'avenir, on l'appelle parfois l'économie du partage, mais en fait, c'est peut-être pas une expression très agréable, mais quand on monte dans un taxi Uber, et je vois que ça va être autorisé à Ottawa, quand on est dans un taxi Uber, le chauffeur n'est pas en train de partager la voiture avec vous. Elle loue l'espace avec vous. Et c'est Uber qui est l'intermédiaire et qui gagne de l'argent, de même que Facebook est l'intermédiaire pour que vous vendiez vos données aux commanditaires, aux publicistes, en échange de quelques droits. Et dans les années 90, on disait souvent comment le numérique allait éliminer les intermédiaires du modèle d'entreprise. C'est vrai, mais ça a créé toute une autre catégorie d'intermédiaires. Et ce sont eux qui tirent un profit de votre actif.
Et il y a des plateformes de réseaux, en fait. Et ces réseaux peuvent concentrer la puissance, mais peuvent aussi distribuer le pouvoir de façon métaphorique et réelle. Et la question pour nous, progressistes, c'est est-ce qu'il y a là une occasion de redistribuer le pouvoir ou bien est-ce qu'on va concentrer le pouvoir dans les mains et les poches de ces nouveaux intermédiaires? Et comment est-ce que on révèle la relation entre le pouvoir et le capital, cachée derrière cette belle expression économie du partage? Comment on habilite les citoyens, les consommateurs, les travailleurs pour qu'ils aient un pouvoir dans cette relation? Comment est-ce que les syndicats peuvent s'assurer que les travailleurs déteignent un certain pouvoir dans cette nouvelle économie? Et comme James l'a dit, comment est-ce qu'on peut réglementer efficacement ces nouveaux secteurs, ces nouvelles industries? Alors, en tant que progressiste, on ne veut pas attendre encore un siècle pour s'assurer que la croissance, la valeur de cette nouvelle révolution industrielle soit partagée. Et il arrive un moment où on doit dire c'est pas normal pour un enfant de 9 ans de nettoyer les machines à tisser de cette révolution industrielle. On doit réglementer pour que ce soit partagé. Et comme ça a été dit, lorsque la porte de l'avenir se ferme, plus rien ne vaut rien. Alors il faut vraiment saisir le moment parce que si on le loupe, eh bien, je vais emmêler mes métaphores là, mais on va se retrouver dans une belle mer de virale pour le prochain siècle. Merveilleux. Je crois que nos panélistes ont posé suffisamment de questions pour qu'on prenne le temps d'y répondre. Alors, pour commencer, je dois revenir à vous, John. Vous avez fait une déclaration importante. Vous l'avez entendu. L'éducation pendant la petite enfance, le système de garderie. Je pense que tout le monde voit cela comme de bonnes nouvelles. Mais qu'est-ce que vous pouvez encore ajouter? Eh bien, mon père est mort, c'était un immigrant irlandais. Il est mort quand j'étais encore un bébé et j'ai été élevée par ma mère. Et je l'ai entendu hier d'un autre conférencier. Une fois qu'on devient père, on comprend l'importance de s'assurer que tout le monde dans la famille participe à l'économie. Et sans un système de garderie abordable, si vous n'avez qu'un seul parent, eh bien, il est le seul à pouvoir participer à l'économie. Donc, je crois que ça vaut pour l'ensemble de la Colombie-Britannique et pour tout le Canada. Donc, j'étais plein d'espoir en octobre dernier que Tom Mulcair et son projet pour un système de garderie national sans racines existe. Et j'espère qu'avec le temps, le gouvernement actuel va se rendre compte de l'importance de ces idées. Mais on doit s'assurer qu'il y ait un cadre fédéral. Et je pense, j'apprécierais la participation des libéraux après les élections, mais je ne vais pas attendre. Et je ne crois pas que les familles, les enfants devraient attendre que le reste du pays embarque. Je pense que la province peut montrer la voie et inviter le fédéral à participer. Je n'ai pu m'empêcher de remarquer en parcourant Internet aujourd'hui, il y avait le site de The Economist et il y avait une déclaration de quelqu'un qui est un ami de James Galbraith et quelqu'un qui donne des conseils en ce moment au parti. Et c'est M. Varoufakis, ancien ministre des Finances de Grèce. Et il déclare dans ses recommandations au Parti travailliste, vous devez faire ce que
Held Rossen a fait dans les années 20. Mon message, c'est vous devez replacer le Parti travailliste comme une force de renouvellement. Avec les technologies, aujourd'hui, ça doit être les vents frais de la technologie durable. Alors, c'est un peu près de coup, Britannia. Mais en tout cas, il rattache cela à des thèmes que vous défendez. Les vents frais du développement durable. C'est intéressant qu'il retourne à Wilson. Moi, je suis remontée à la révolution industrielle. Mais le message est juste. Et on peut reprendre les modèles. Mais on doit se centrer sur l'avenir. La gauche peut parfois apparaître comme quelqu'un qui critique la technologie et vouloir le statu quo, même si le statu quo n'est pas dans notre intérêt, ça n'est pas dans l'intérêt des gens que nous servons. La technologie peut réduire le nombre d'emplois, mais on doit s'assurer qu'elle crée de nouveaux emplois et que nos gens, les gens de nos pays, aient la chance de voir ces emplois et que ces emplois soient bien payés, soient syndiqués, soient protégés. Et ça veut dire saisir l'avenir. Sinon, on va être vu comme une force du passé et nos victoires qui ont été si importantes pour tant de personnes. Et je pense que le garderie, ça reste une bataille à remporter. Mais il faut qu'on ait, nous, le droit d'auteur sur l'avenir. Des commentaires sur la perspective de vos collègues. Il y a un mot sur cette question de la création des emplois de l'avenir. Il me semble que la première chose à faire, c'est savoir ce dont on a le plus besoin en tant que communauté. Alors ça va varier d'une société à l'autre. La priorité des garderies a été mentionnée. Et à mesure que la population vieillit, on a besoin de gens pour s'occuper des personnes âgées. On a besoin de gens pour l'éducation, l'enseignement supérieur. Enfin, il y a toute une liste de tâches à envisager. Tout cela doit être réfléchi. Et les institutions doivent être mises sur pied pour fournir justement ces emplois stables, bien payés, qui permettent de répondre à ces besoins. Souvent, ce qu'on doit reconnaître, c'est que le secteur privé à but lucratif ne le fera pas. Ce qu'il faut, c'est une fonction publique ou un secteur à but non lucratif. Et moi, j'aime bien les mélanger parce qu'avec la décentralisation et une diversité des sources de financement, on peut mettre en place un électorat pour arriver à cela. Et alors, vous avez peut-être la chance de visualiser, de réaliser une société plus humaine, plus durable, plus satisfaisante. Vous avez tout à fait raison. Je prends l'exemple de l'économie du partage. Le chauffeur Uber, pas qu'il n'a pas besoin du soutien, de la protection d'un syndicat. Ils sont plus vulnérables. La relation de pouvoir entre un chauffeur de Uber et Uber, on sait qui est favorisé. Donc, ces institutions, les syndicats, la fonction publique, qui les aident de différentes façons en se servant des technologies dont on dispose. Et il est vraiment essentiel qu'on le fasse, qu'on s'assure que les victoires du passé continuent dans l'avenir. Vous avez parlé de l'économie
enfin, comment le fait que l'économie de la Colombie-Britannique n'est pas ce que la plupart d'entre nous supposons. Et il y a quelque chose à voir, ça a quelque chose à voir avec la technologie. Bien, le secteur de la haute technologie, pas loin de l'État du Washington, dont on sait que c'est un catalyseur pour attirer les entreprises de haute technologie, Google et autres. Mais pour recruter dans le secteur de la haute technologie, il faut offrir un endroit abordable. Et si vous pouvez acheter une maison qui fait 3 fois la taille de celle que vous pourriez acheter à Vancouver, c'est difficile de conserver les Canadiens formés à l'université UBC, de ne pas passer aux États-Unis. Donc les avantages que la Colombie-Britannique avait du point de vue de l'abondance, la beauté, eh bien c'est beaucoup moins vrai dans cette économie moderne. Il faut aussi offrir des soins pour les personnes âgées, s'assurer que les jeunes familles sachent qu'elles vont pouvoir se permettre une maison, élever leur famille près de l'endroit où elles travaillent. Donc il y a toutes ces variables. Et Andrea Reimer était là, elle est conseillère à la ville municipale, et la vision de la ville de Vancouver avec le maire Robertson, eh bien, la ville de Vancouver, Vancouver Métro s'attaque à ces questions, mais ils n'ont pas de partenaire, et il n'y a pas de partenaire au niveau fédéral, et par contre, carrément de l'obstruction au niveau provincial. Donc, si on veut gérer l'abordabilité avec des partenariats, avec les ONG et le secteur public, il faut qu'il y ait des partenaires. Et on ne peut pas lutter contre eux. Et j'espère qu'on est sur le point de changer cette dynamique actuelle en Colombie-Britannique. Bien, on passe aux questions du public maintenant. Levez la main. Il y a des volontaires dans la salle avec des micros. Moi, je peux à peine voir les choses. Ah, je vois volontaire là-bas. Il y a quelqu'un là avec une question. Et puis devant aussi. On va continuer de regarder. Essayez de vous assurer que les questions soient brèves, pas plus longues que les 140 caractères d'un tweet. Pouvez-vous parler de l'importance de la société civile, surtout du point de vue des personnes vulnérables? Comment peuvent participer à la discussion? Manque de fonds, où le gouvernement dit on va enlever les fonds, et puis tout s'arrête là. Donc l'importance de la société civile et de son rôle autour de la table. Bien. Quelque chose. Bon, c'est important d'avoir le mouvement. Le parti libéral, oui, c'est vrai, il y a besoin d'avoir la participation de la société civile. Et on a besoin d'avoir toutes ces voix. Le mouvement syndical échoue quand il devient une voix unique. Et j'ajouterai également que la diversité doit se refléter dans les partis et dans les gouvernements que nous formons. Michel Landsberg a dit hier que ça ne suffit pas d'être à l'extérieur du bâtiment à crier, il faut aussi être dans la salle pour arriver au changement. Et quand vous êtes dans la salle, il faut refléter la diversité que vous êtes censé représenter ou gouverner. Chose qu'on a discuté aussi, c'est la question de l'inégalité des revenus et de salaire minimum. Je crois que un revenu de base, un revenu minimum garanti, l'interprète malheureusement n'entend pas vraiment cette dame.
Comme ça, ils pourront contribuer à la société, aider d'autres gens. Alors, de la perspective des uns et des autres, comment on fait pour y arriver à cela? On va commencer avec Il y avait un écho terrible. J'ai pas vraiment compris. Le salaire minimum garanti. Bien, écoutez, chaque pays doit faire selon ses circonstances. S'agissant des États-Unis, mon point de vue, c'est que la chose la plus importante, c'est de développer le système de sécurité sociale qu'on a déjà, parce que c'est un modèle qui fonctionne bien et qui assure une période de revenus garantie pendant un certain temps, basée sur vos gains précédents. Donc, il y a vraiment une séparation nette entre le monde du travail et le monde de la retraite. Et ça, c'est le modèle que les citoyens américains connaissent bien et appuient. Donc, mon point de vue là-dessus, c'est qu'on devrait développer les institutions qu'on dispose, les élargir et les rendre plus plus efficaces. Moi, je suis quelqu'un qui aime faire les choses de façon graduelle, conserver ce qui marche bien. Eh bien, je vais me faire l'écho, mais dans le cas de la Colombie-Britannique, il n'y a pas eu d'augmentation du revenu de base. D'ailleurs, comme tous les salaires. Donc, c'est pour cela qu'on parle de pauvres qui travaillent néanmoins. Et il y a la question d'un salaire minimum. Oui, on doit défendre ce que l'on a. On devrait encourager là où on peut. Et à mesure que le débat s'approfondit au plan national, et espérons que ça commence maintenant, et que ça va arriver en Colombie-Britannique, et ça a bien commencé en Alberta, eh bien, la possibilité d'aller dans ce sens devrait se présenter. Mais pour le moment, on est sur la défensive plus que sur l'offensive. Je vais vous raconter quelque chose. Vous avez entendu Gloria Steinem hier. J'étais à la convention des démocrates en 1972 avec elle lorsqu'il y a eu ce plan d'un salaire minimum garanti. Et je suis devenu prudent étant donné les conséquences de cette initiative qui a échoué. Tout ce que je peux ajouter, c'est qu'au Royaume-Uni, une des choses les plus scandaleuses, c'est les gens qui dépendent de l'aide sociale. Eh bien, on dit qu'ils ne vont pas voter pour les conservateurs. Alors, en les diabolisant, en disant qu'ils sont paresseux, eh bien, c'est une façon de créer un ennemi envers les pauvres qui travaillent. Ça a été très agressif et très déroutant. Un revenu universel empêche ce type d'attitude du fait de son universalité. Donc, c'est quelque chose qu'on réfléchit. Je crois que ça pose différents problèmes. Et j'aime aussi l'approche graduelle. Mais on doit faire quelque chose qui garantisse que ceux qui dépendent de l'aide sociale ne soient pas stigmatisés, pas seulement par les gouvernements progressistes, mais aussi par les gouvernements non progressistes. Malheureusement, il semble qu'on soit à court de temps, mais je peux vous dire que ces gens sont prêts à répondre à vos questions si vous les rencontrez dans le couloir. Un panel assez impressionnant. Merci à tous les trois. James Galbraith, Chi On